Alors maintenant, on va passer à la partie drame. À la base, mon projet c'était déjà de finir mon visa vacances-travail, donc de faire mes 1 an. Et surtout, mon rêve c'était de m'installer au Japon. Parce que de toute façon, quand je pars quelque part, j'ai toujours le projet de m'installer. Je pars pas en tant que touriste, j'ai vraiment envie de vivre à l'étranger, c'est mon rêve depuis toujours. Donc quand je suis partie au Japon, c'était ça l'idée, c'était de pouvoir rester là, trouver un travail, et rester là, avoir un visa de travail, etc., etc. Ce qui est tout aussi difficile en fait qu'en Corée. C'est juste que j'ai pas eu le temps d'expérimenter la chose, mais je me serais de toute façon heurtée sûrement aux mêmes difficultés au niveau des diplômes et tout ça, je pense. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc à Tokyo au mois de mars 2011. Et le 11 mars 2011, qui est la date de mon anniversaire, que s'est-il passé cette année-là? Il y a eu le gros tremblement de terre de Fukushima avec l'explosion de l'usine nucléaire de Fukushima, le raz-de-marée qui a tué des milliers de personnes. Et voilà, et ce tremblement de terre qui a été vraiment terrible. Et ce jour-là, en fait, je me souviens très bien, parce que j'allais travailler dans ma petite école de musique. J'étais dans le métro, en souterrain. Donc je sortais du métro, je me dirigeais vers la sortie, je devais passer dans un long tunnel souterrain. Et puis là, je vois, il y avait des miroirs. Je vois que les miroirs bougent. Et moi j'écoutais la musique et je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est? Enfin bref, j'ai pas trop fait attention, j'avance. Et puis là, je vois que je sens que le sol fait ça. Et j'ai de la peine à marcher droit, je me casse la figure carrément, je tombe presque, je suis déséquilibrée. Et comme je suis dans un tunnel, en fait, dans une espèce, ouais, dans un truc fermé, je vois pas vraiment ce qui se passe, je comprends pas. Et les sensations, je les ressens, mais je me suis dit, ouais, c'est peut-être le métro, ça vibre. Et puis là, je commence à voir des gens devant moi, en fait, qui sortent en courant, qui partent, et je vois des gros groupements de gens depuis l'extérieur. Je vois qu'il y a des gens qui se sont regroupés. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je commence à courir parce que je me rends compte que je suis la seule dans le tunnel. Et là, les tremblements sont tellement forts que j'ai l'impression que je vais mourir ensevelie sous le tunnel, tout va s'écrouler, je comprenais pas ce qui se passait et je courais. J'arrive à la sortie du tunnel, il y a des escalators pour sortir de la station et je vois que personne ne prend les escalators. Mais bon bah moi je les prends quand même, toute seule comme une imbécile là. Bon je dois aller bosser donc je sais pas ce qui se passe, donc moi je continue, j'arrive à mon boulot et là je vois que mes collègues et mon élève qui était un prof de musique, je vois qu'ils sont dehors devant l'école de musique, l'école de musique en plus elle est en sous-sol. Et puis ils me disent oui, t'as vu ce qui s'est passé, tout ça. Le prof me dit ouais ça fait 25 ans que je vis au Japon, j'ai jamais ressenti un tremblement de terre de cette fréquence là et tout ça, mais je me dis mais merde en fait c'est vraiment sérieux quoi. Et puis bon on décide quand même d'aller faire le cours, donc on descend, un peu flippé. Et donc là on descend au sous-sol et le cours se fait dans une petite pièce et puis je commence à faire le cours et là toutes les 5 minutes il y a une secousse et les murs vibrent et puis on essaie de pas y prêter attention et puis finalement au bout d'un moment voilà quoi, une de mes collègues me dit écoute rentre chez toi c'est dangereux, faut pas rester là. Bon bah voilà quoi, je comprends toujours pas trop ce qui est en train de se passer parce que j'ai pas accès à aucun média en fait extérieur, je suis en contact avec personne et personne ne sait trop encore. Et là du coup je ressors, je voulais reprendre le métro, mais bien sûr métro fermé parce que du coup il ferme dans ce genre de situation. Je me dis bon merde je fais quoi? On me dit bah écoute essaie d'aller voir à Shinjuku, à la grosse station principale s'il y a d'autres métros et tout ça. Donc déjà il faut que j'aille à pied jusqu'à Shinjuku. De là où j'étais, je sais plus, j'ai dû mettre 3/4 d'heure à pied. Et il y avait des foules de gens dehors qui allaient à pied jusqu'au la prochaine station. J'arrive à Shinjuku et là je vois une grande télé dans le hall d'entrée de la station et je vois tous ces japonais là qui regardent la télé médusés. Et là je vois des images de tsunami, de décombres, de boue et tout ça et puis je comprends pas ce qui se passe et je comprends même pas si en fait c'est quelque chose qui a un rapport avec ce que je suis en train de vivre. Je me dis mais genre ils regardent les infos, je sais pas où ça s'est passé parce que moi je parle pas japonais quoi. Je regarde les informations, je veux dire je ne comprends rien de ce qui se passe.
Donc bref, je prête pas trop attention parce que je comprends pas de toute façon. Et là, complètement surréaliste, je vois des gens, donc le métro est fermé, et je vois des gens qui font la file d'attente vraiment mais en ligne, en ligne parfaite. Vous imaginez bien les Japonais, ils font la file d'attente, ils attendent que la station ouvre à nouveau. Et les gens ne bougent pas, ils restent debout, ils disent rien, et ils attendent que le métro ouvre quoi. Une discipline absolument incroyable. Et bon, moi je pète un câble, moi j'en ai marre, genre je sais que je me souviens que je commence à râler, je me dis genre j'ai pas que ça à faire, il faut que je rentre chez moi, enfin bref, je m'énerve toute seule parce que de toute façon je ne sais pas ce qui se passe. Et là je vois qu'il y a des gens qui sont alignés derrière les cabines téléphoniques. Et il y a des files d'attente pour une cabine téléphonique, il doit y avoir 200 personnes qui attendent calmement leur tour. Un truc de malade. Bien sûr, entre temps, les tremblements de terre continuent, hein, et je peux même voir, je me souviens avoir vu un pont qui faisait ça. Parce que du coup, comme au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre, les matériaux des bâtiments sont faits dans... c'est un matériau spécial, pour pas que ça craque. Du coup, les bâtiments, ils font ça, et les ponts, ils font ça. Donc c'est assez bizarre. Et bref, bon, j'essaie de contacter mon copain qui lui est à la maison, à l'appartement, normalement à cette heure-là. Bien sûr, le réseau est bloqué, le réseau est saturé, j'ai mon téléphone portable, mais je ne peux pas l'utiliser parce que tout le monde est en train d'appeler sa famille, ses amis, voilà, donc c'est impossible de le joindre. Et moi je suis là, la nuit commençait à tomber, je me souviens que j'avais super froid, je savais pas où aller, je savais pas qui contacter, je me sentais complètement perdue dans la rue à Tokyo, c'était... je crois que j'ai même dû pleurer, je savais plus quoi faire. Vu que personne n'a pu rentrer chez soi, vu que les métros étaient fermés, et qu'il faisait froid dehors, tout le monde s'est réfugié dans des cafés, des restaurants, il n'y avait plus une place de libre. Je voulais aller dans un café, c'était même plus possible de rentrer, c'est même pas qu'il y avait plus de place assise, c'est que les gens étaient debout comme des sardines pour se mettre au chaud et qu'il n'y avait plus une place, je ne savais plus où aller. Comme je savais toujours pas ce qui se passait, à un moment donné, j'ai été dans le Shibuya 109, c'est le grand bâtiment de vêtements pour femmes, fashion et tout ça. Et je me suis dit bon bah merde, je vais aller faire du shopping. Enfin j'étais complètement hors du truc encore, hein. Même si j'étais énervée, je connaissais pas la gravité de la situation. Je me suis dit je vais aller faire du shopping, je rentre dans le truc, voilà, en attendant que le métro se répare, quoi, revienne en marche. Et là je me rends compte qu'il y a personne dans le bâtiment, trop bizarre. Et puis je vois que certaines boutiques ont mis des rideaux devant leur boutique, quoi, donc que c'est fermé, alors qu'il est, je sais plus quelle heure il est, mais normalement ça ouvre assez tard. Du coup, je comprends pas ce qui se passe, je suis désespérée, je m'assois dans les escaliers du magasin et finalement j'arrive à joindre mon copain. Je crois que j'ai juste envoyé un message. Enfin bref, je lui dis que je suis encore vivante quoi, et puis lui me dit que lui aussi, mais qu'il est en panique, qu'à l'appartement tout est tombé par terre. Il me dit le four micro-ondes est tombé par terre alors que le micro-ondes était posé sur le frigo, donc je vous laisse pas imaginer la volée qu'il a fait. Il me dit je me suis réfugiée sous mon bureau, il y a tout qui est tombé, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, grosse panique. Et puis j'attends le métro qui se remet pas en marche. Donc finalement, tout le monde comprend que le métro ne sera pas remis en marche avant peut-être plusieurs heures, jours. Donc tout le monde décide en fait de rentrer à la maison à pied. Et donc là j'étais à Shibuya et j'habitais à Otsuka. Et en prenant le métro c'est pas loin, mais en fait à pied je sais plus, mais j'ai mis plusieurs heures pour rentrer chez moi, de nuit. Mais c'était une ambiance assez... Il y avait quelque chose de beau parce qu'en fait on était tous ensemble, des milliers de gens qui marchaient ensemble dans les rues, dans la même direction pour rentrer à la maison et on se tenait tous, on se tenait chaud en fait. J'étais dans une masse et j'avançais et on voyait que les gens ils se regardaient avec compassion, qu'on était tous dans le même bateau, on vivait tous un peu la même galère et du coup voilà, j'ai pu rentrer comme ça chez moi à pied. J'ai voulu m'acheter de l'eau dans des petits magasins là, ouverts 24h/24, des combini, et aller aux toilettes, mais c'était impossible parce qu'il y avait... Tout le monde avait acheté de l'eau, avait fait des provisions, il n'y avait plus rien dans les magasins, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus à boire. En quelques heures, tout s'était vidé, toilettes pris d'assaut, impossible. La merde totale. Et finalement, je suis rentrée chez moi. On a pu joindre notre copine Kaori, qui est une très bonne amie à moi, qui parle français. Elle est venue à l'appartement et elle nous a dit que voilà, elle voulait pas rester seule chez elle, donc on est restés tous les trois ensemble. Et du coup, aux infos, on nous disait qu'il fallait faire des réserves d'eau, de nourriture, donc
On a couru au supermarché, on a pris toutes les bouteilles d'eau qu'on a trouvées, un peu de nourriture pour plusieurs jours. Et on s'est fait un sac de survie carrément, quoi. On avait préparé des sacs à dos avec le nécessaire de survie, avec une lampe de poche, de l'eau, de la nourriture, des pansements, je sais plus trop quoi, enfin c'était vraiment la folie. Et ce soir-là, donc le soir du 11 mars 2011, on a dormi, je me souviens, on a dormi tout habillés, on était tous les trois, moi, mon copain et ma copine japonaise, on était tous trois dans le lit. Et enfin on a dormi, on n'a pas réussi à dormir quoi. Mais on a passé la nuit ensemble comme ça, les trois, comme si on allait mourir quoi. Et ma copine japonaise qui n'arrêtait pas de dire on va mourir quoi, genre super rassurant. Et je crois que c'est le lendemain même, je sais plus si c'est le lendemain, donc le 12 ou le 13 qu'on est parti. Mais je parlais avec ma famille en même temps, donc ma famille était super inquiète parce qu'on forcément en France on voyait des images aux informations du tsunami, il y avait plein de gens qui étaient morts, on montrait des images de Tokyo aussi où il y a eu des immeubles, il y avait quelques petits effondrements ou des vitres qui s'étaient cassées, il y avait des caméras de surveillance qui avaient filmé le tremblement de terre dans des magasins, dans des bureaux, donc on voyait tout bouger, tout tomber, donc c'était assez impressionnant selon là où les gens étaient, en fait ça avait plus d'influence ou pas quoi sur l'environnement on va dire. Et du coup voilà les gens, voilà les journalistes montrent toujours des choses vraiment extrêmes et du coup ma famille était dans un état pas possible et mon copain aussi était très paniqué, donc pour lui c'était hors de question de rester au Japon avec la pression de la famille, mon copain, tout ça. Et puis moi j'avais quand même aussi, j'avais quand même un peu peur, mais j'ai tellement attaché au Japon que j'aurais été prête à rester, voilà, bref. Donc en fait le jour d'après je me souviens qu'on a pris le premier train pour Osaka, donc j'ai laissé ma copine japonaise, enfin c'était terrible quoi. Et on est parti avec deux autres français vers Osaka parce qu'en fait l'aéroport de Tokyo était pris d'assaut par tout le monde, par tous les étrangers qui voulaient tout d'un coup quitter le pays. Donc on s'était dit ça va être impossible, il y avait des bouchons partout, on pouvait pas prendre le bus, c'était très limité au niveau des transports. Et du coup on a réussi à prendre, je sais plus, on a pris un train pour Osaka, un train express, on a pris le premier train genre à 4 h du matin, je sais plus, tous ensemble. Et on est parti à Osaka, on a passé une nuit dans une auberge de jeunesse et on s'est acheté le premier ticket qu'on a trouvé sur internet, donc on est parti avec China Eastern, donc compagnie chinoise, le moins cher qu'on ait trouvé, billet acheté la veille pour le départ le lendemain quoi. Donc le lendemain on est allé à l'aéroport d'Osaka pour prendre l'avion. Et là le drame. Au moment de l'enregistrement, donc moi et mon copain, on va prendre pour enregistrer nos bagages. Et là l'hôtesse dit à mon copain « Ah mais monsieur, vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, vous êtes en business ». Et là je me dis « Ouais c'est cool, il est en business, tout ça ». Je dis « Bon bah au pire, mon copain était d'accord de changer en fait sa classe pour être en économique avec moi, donc c'était pas vraiment un vrai problème ». Et après la fille regarde mon ticket, elle me dit « Mais non », elle me dit « Non, non, genre… je comprenais pas ce qui se passait, elle me montre la date et moi je pouvais pas y croire et je vérifie. Et en fait mon copain avait pas fait gaffe qu'il avait pris mon billet à la date du lendemain. Enfin je pense qu'il avait regardé par rapport au prix, il avait pas fait gaffe à la date. Et bref, donc lui devait partir là dans 2 heures et moi, ben même pas, dans 1 heure il y avait l'embarquement. Et moi je me rends compte que je devais partir le lendemain alors qu'en plus j'avais claqué toute ma thune pour acheter un billet d'avion de dernière minute et je me retrouvais… toute seule. Voilà, donc mon copain a dû partir, il était en retard pour l'embarquement, il a dû partir en courant. Je l'ai regardé avec des yeux de haine pas possible, même s'il pouvait rien y faire, mais je me suis sentie tellement abandonnée à ce moment-là. Je rejoins mes amis juste après pour leur expliquer, et mes amis étaient aussi sur le départ, ils ont dû partir aussi rapidement prendre leur vol, et je me suis retrouvée toute seule à Osaka, à l'aéroport, à devoir attendre le lendemain. J'étais en panique totale, je savais pas quoi faire. J'ai voulu racheter un billet le jour même, je sais pas pourquoi. Pourtant vous allez me dire voilà c'est juste un jour de plus, mais sur le moment je pouvais pas me résoudre à rester seule alors que tout le monde partait et enfin ça me dépassait quoi cette situation. Et puis bon, bah, j'ai pas pu trouver de billets, j'ai été demandée au guichet et puis les billets c'était des billets à 20 000 € parce que c'est des billets de dernière minute quoi. On m'a donné les prix, on me les disait même pas à l'oral, on me les écrivait sur une feuille tellement c'était des prix
inaccessible quoi. Et du coup j'ai dû trouver un hôtel pour passer la nuit parce que je me voyais pas dormir à Osaka dans l'aéroport quoi. J'aurais pu mais je sais pas, j'étais traumatisée là franchement. Et du coup j'étais à l'hôtel de l'aéroport qui est super cher quoi, je sais plus, c'était genre 180 € la nuit mais bon, mais basta quoi. Donc je suis allée dans cet hôtel là. Et franchement finalement j'ai passé les 24 heures les plus cool que j'ai passé quand j'étais au Japon. Ça m'a fait tellement du bien en fait de me retrouver seule dans cette chambre d'hôtel. J'avais une super chambre avec une vue sur la mer. J'avais le matin du coup j'avais pris le buffet. J'avais un buffet de petit déjeuner mais un truc de princesse quoi. Vu que j'ai pas d'argent, d'habitude je vais pas dans des trucs de luxe mais là alors la qualité de la nourriture et tout. Et donc j'ai super bien dormi. Et le lendemain, voilà, avant mon départ, j'ai fait... il y avait une boutique de... Je m'intéressais déjà à la Corée à ce moment-là, j'avais découvert la K-pop en fait avec les Dongbang Shinki, j'avais vu une affiche, j'avais vu des clips de Super Junior. C'est au Japon, cette année-là, que j'ai découvert la Corée en fait. J'avais trouvé une boutique de K-pop à l'aéroport de Osaka, j'étais trop contente, je m'étais acheté quelques goodies K-pop, tout ça de Jang Eun-suk parce qu'à l'époque j'avais regardé You Are Beautiful et j'avais été super fan de ce drama, j'étais fan de Jang Eun-suk. Ça a vraiment pas duré longtemps mais je sais pas, j'avais une fixation sur lui à ce moment-là. Et voilà, je m'étais acheté quelques trucs que j'avais ouverts dans l'avion. Voilà. Donc ça s'était fini comme ça, mon expérience au Japon. Sachant que j'ai quitté Tokyo du jour au lendemain comme une voleuse, j'ai laissé mon appartement avec la moitié de mes affaires là-bas. Pour mon appartement, enfin je suis partie du jour au lendemain sans prévenir forcément. J'ai planté mon boulot, j'ai planté ma copine japonaise, enfin j'ai planté tout le monde et franchement ça a été vraiment difficile parce que moi je suis vraiment partie à contre-cœur même si bien sûr c'était dangereux de rester à ce moment-là. Mais voilà, ça a été vraiment très dur pendant une année parce que suite à ça, il y a eu beaucoup de retours négatifs de la part des Japonais et des étrangers qui vivent au Japon parce que voilà, on est passé pour des lâcheurs, des traîtres. Voilà, ce qu'on pouvait lire sur internet c'était que voilà, les étrangers viennent au Japon et puis dès qu'il y a un problème, et ben voilà, ils s'en vont sans se retourner, ils laissent les Japonais dans la merde. Et voilà, donc ça a été vraiment dur parce que moi voilà, je suis vraiment partie à contre-cœur et encore aujourd'hui je me dis merde, peut-être j'aurais dû rester, mais c'est vrai que voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais pas vivre au Japon, je retente pas ma chance au Japon, c'est parce que quand même il y a toujours cette épée de Damoclès avec les tremblements de terre et puis l'usine nucléaire de Fukushima qui est toujours là et il y a toujours des fuites, on n'en parle plus mais rien n'est réglé, le sol est contaminé, il y a des gens qui ont été contaminés, la mer est contaminée, donc il y a encore plein de produits qui sont contaminés et puis maintenant les gens ils oublient un petit peu, donc on recommence à commercialiser des choses qui sont contaminées. On peut encore trouver l'information mais il faut vraiment aller la chercher parce qu'on n'en parle plus en fait, on n'en parle plus beaucoup dans les médias. Et voilà, il suffit d'un autre tremblement de terre pour que bam, il y ait une autre fissure et ça craque encore et puis boum badaboum et voilà. Après les Japonais le savent mais forcément ils vont pas y penser tous les jours sinon à ce moment-là on ne vit plus quoi. Donc c'est toujours un risque à prendre, bien sûr, c'est délicat de parler de ça avec les étrangers qui vivent au Japon. En général ils disent ouais mais voilà, mais forcément après c'est un choix, on choisit de prendre le risque ou de ne pas le prendre. Moi j'adore retourner au Japon dès que je peux, et notamment à Tokyo pour aussi aller voir mon amie japonaise et retrouver voilà, les lieux que je connais très bien maintenant. Mais pour vivre là-bas sur le long terme, j'ai quand même encore cette angoisse. Et pendant 6 mois en fait après mon départ, après cette tragédie, tous les jours j'ai ressenti des tremblements, des vibrations. Je me souviens, j'étais chez mes grands-parents et puis j'étais en train de manger, là j'étais sur ma chaise à la cuisine et tout d'un coup je disais à mon copain mais t'as senti? Et je sentais en fait pendant des mois, mon corps a tellement été traumatisé physiquement par ce moment-là que j'ai ressenti pendant longtemps, j'ai ressenti encore des tremblements de terre qui n'existaient pas en fait, mais que mon corps reproduisait la sensation donc ça a été quand même un vrai traumatisme quoi. Et puis ouais, pendant 6 mois tous les matins je me réveillais, je pleurais quoi.
Je pleurais parce que d'avoir quitté le Japon, de ne pas avoir été au bout de mon rêve, de me dire que voilà, le Japon sera plus jamais comme avant, que j'allais devoir faire d'autres projets. Et j'avais déjà eu le projet en fait d'aller en Corée à ce moment-là, mais pas forcément pour y vivre, mais en tout cas visiter la Corée. Et j'ai voulu attendre de faire un peu le deuil du Japon avant d'aller en Corée, parce que ce que je voulais surtout pas faire, c'était aller en Corée en remplacement du Japon. Et c'est vraiment pas ce que j'ai fait. Je tiens à le dire parce que de toute façon la Corée n'a rien à voir avec le Japon. Pour moi c'est vraiment deux pays totalement différents, qui ont leur propre histoire, leur propre culture, les gens ont leur propre personnalité. Il y a des similitudes parce que bien sûr c'est un pays d'Asie, mais franchement vraiment ça s'arrête là. Pour moi ça s'arrête là. Après j'ai pas vécu assez longtemps au Japon pour pouvoir faire une étude voilà, de la population et tout ça, donc je peux pas trop me prononcer en fait en profondeur sur le Japon et les Japonais. Mais voilà, je suis venue en Corée à partir du moment où j'ai fait le deuil du Japon à ce moment-là et que je me suis dit ok, maintenant j'ai envie de faire une nouvelle expérience et de découvrir un autre pays et non pas de trouver un pays de remplacement quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est important de le dire. Je respecte les deux pays, je sais que les deux pays ont une histoire très dure, conflictuelle, que beaucoup de Japonais n'aiment pas les Coréens, que les Coréens n'aiment pas les Japonais. C'est parfois le cas au niveau de mes amis japonais et coréens. Moi je suis française, donc de toute façon, même si j'ai conscience de l'histoire, moi j'aime l'Asie, j'aime le Japon, j'aime la Corée. Moi ça me pose aucun problème d'aimer les deux, ce n'est pas être une traître d'aimer les deux pays parce que je ne suis pas impliquée dans l'histoire, tout simplement. Donc voilà, je sais que certaines personnes pensent ça, que c'est un manque de respect de dire qu'on aime le Japon quand on vit en Corée, mais je ne pense pas, et de plus beaucoup de Coréens aiment la culture japonaise. Voilà, les jeunes générations sont peut-être moins préoccupées par l'histoire. Bon voilà. Enfin bref, donc voilà, c'était mon expérience au Japon. Je pense que vous avez pu sentir que j'étais vraiment passionnée par ce que je vous racontais, parce que j'aime vraiment le Japon, j'ai eu quelque chose de très fort là-bas, qui n'a rien à voir avec l'expérience que je vis en Corée actuellement. C'était encore autre chose, c'était sur une période plus courte, avec des émotions et des rencontres complètement différentes. Voilà, si vous avez des questions sur le Japon, ou si vous voulez d'autres vidéos sur le Japon, si vous voulez que je vous présente des lieux que j'ai bien aimés au Japon, parce que j'ai une liste de trucs à faire super sympa et unique au Japon. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Sinon, bien entendu, n'oubliez pas de liker ma page Facebook, parce que oui, j'ai plus de 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube actuellement, mais sur ma page Facebook, je n'ai que 400-500 likes. Donc c'est bizarre, il y en a qui n'ont pas encore liké ma page Facebook. Donc je compte sur vous, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, commentez et tout ça et tout ça.